François Bon, Pierre Livre, atelier d'écriture, notre cycle été 2025. L'idée de départ, c'était sur 45 jours, 1er juillet, 15 août, une fois tous les 3 jours, une proposition pour se forcer à quelque chose qui nous pousse dans le dos et oblige le texte à sourdre, parce qu'on n'a même pas le temps de réfléchir et ça vient. Et l'autre intuition, c'était recto verso. Recto verso, ça veut dire, au lieu d'être sur un thème, et puis on y va, on écrit, on fait notre exercice, et puis ensuite on fait changer. Non, c'est prendre un point d'écriture, une expérience arbitraire d'un auteur, d'une autrice, et saisir ici sur ce point deux approches simultanées, deux approches qui se croisent ou qui regardent, hop là, le recto ou le verso, et ça c'était vraiment une intuition née comme ça, il y a 2 mois, un petit peu là dans ces gamberges de nuit. Pour moi, il n'y a pas de... C'est nécessaire quand on se lance en atelier, il y a un pacte. Dans ce pacte, il y a qu'est-ce que je cherche pour moi, qu'est-ce que j'ai à travailler dont je ne dispose pas encore dans les mains. Ça veut dire qu'on se lance obscurément, on ne sait pas encore quels seront les textes et les livres qui viendront à notre rencontre. Oui, mais c'est là la magie de l'atelier, c'est-à-dire que ça vient à votre rencontre précisément parce que vous avez ouvert ce champ noir. Et il y a longtemps, bien longtemps, que j'avais envie de travailler en atelier à partir des livres de Suzanne Doppelt. Alors, Suzanne Doppelt, je ne l'ai jamais rencontrée, j'ai une vague idée c'est les éléments qu'on a sur le site POL et de ses livres. Vous savez que Jean-Paul Hirsch, le directeur commercial historique de chez POL, a depuis très très longtemps, je crois qu'il y a pas loin d'un millier de vidéos, quand les auteurs viennent signer leur livre, pour l'envoyer là au libraire à parution, ils branchent un petit appareil photo, le son est pas terrible, c'est toujours le même générique, mais au moins il y a cette discussion là en plein dans les bureaux de POL, et ça retrace sur la durée comme l'histoire d'autant d'aventures d'écriture qu'un catalogue comme celui de POL peut l'offrir. Alors Suzanne Doppelt, d'abord pour ce qui concerne notre cycle recto-verso et pour cette 3e boucle, là, puisqu'on est la 10e proposition, qu'est-ce qu'on change? Ce qu'on change, c'est que jusqu'ici on prenait un livre et nous on disait recto on fera ça, verso on fera ça. Mais oui, mais est-ce qu'il y a des livres qui s'élaborent directement selon ce principe? Il y en a plusieurs dans les différents livres de Suzanne Doppelt, et en particulier celui-ci avec ce titre que moi je trouve formidable, Et tout soudain en rien, avec une majuscule au début du titre et rien d'autre. Et tout soudain en rien, c'est un livre petit format chez POL, petit format et avec une impression couleur. C'est parce qu'il y a une question de vert, faire disparaître le vert, et ça nous vaut l'avantage d'un livre bien mieux imprimé, C'est pas une question du tout de jugement, c'est qu'on a un papier épais, un papier avec une surface beaucoup plus lisse pour cette impression couleur. Ça ne concerne que des petits détails de ces productions plastiques, et ouvrons tout de suite. Alors, ce qui m'intéresse moi dans Et tout soudain en rien, qui est paru il y a 3 ans, 2022, je crois, donc c'est tout récent, c'est d'abord l'opposition, précisément, entre des textes narratifs, je vais vous dire le thème, et en italique, en vis-à-vis, des textes plus courts qui sont contenus là dans le quart inférieur de la double page, et ce diptyque texte narratif, il est là, et ça vient un moment graphique. Donc là, le texte narratif passe à gauche et là, le texte en italique passe à droite. Ce fonctionnement en diptyque est mis en mouvement. Qu'est-ce que ce serait? Peut-être barbant d'avoir, mais on le connaît, ce fonctionnement, c'est important. On a d'autres livres comme L'Ombilique des limbes ou Le Pesner d'Antonin Artaud, où chaque fois on a, par exemple chez Artaud, en belle
page, là, j'en ai parlé déjà, les 2 lignes ou 3 lignes d'une expérience mentale, d'une perte de contrôle mental, et là, en page amont, et sur la page qui n'est pas la page numérotée impair, mais en regard comme ça, le développement, c'est-à-dire la partie plus narrative, je ne sais pas, mais un développement de ce que contient cette expérience dans sa foudre qu'on laisse ici. Là, chez Susan Doppelt, on n'explore pas ça, puisque quelquefois le narratif est de ce côté-là, d'autres fois le narratif de l'autre. Quelquefois, la pulsation graphique tombe sur les passages en italique, d'autres fois sur les passages narratifs, mais justement, cette fonction diptyque, cette opposition, est mise en mouvement par une intervention graphique. Ça, c'est une permanence dans les livres de Susan Doppelt, c'est-à-dire qu'elle produit elle-même une intervention plastique qui, je suppose, est une réduction en format d'objets plastique ou graphique de taille supérieure à celle du livre. Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'être confronté à une installation ou une exposition. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éléments graphiques incluent chaque fois des photographies prises par Susan Doppelt. Quelquefois en croisement aussi avec Anne Portugal, qui est une personne qui m'est chère, parce que la première fois que j'ai osé pratiquer un atelier d'écriture en 1996, c'était au lycée Jacques Brel de la Courneuve, où enseignait Anne Portugal, et à son invitation. Ça n'a rien à voir avec notre atelier, mais quand même, cette symbolique à 30 ans d'écart. Et c'est comme si le travail de photographie de Susan Doppelt, pour accéder à l'objet livre, devait entrer dans cet éclatement graphique, là, en plus, avec de la lumière verte. Alors, avant d'entrer directement dans la proposition, je voulais qu'on aille dans l'ordi. L'ordi, le voici, une image, tout d'abord, Jacopo Barbari, portrait du frère Luca Pacioli. Je crois qu'on est au 15e siècle, ou si ce n'est pas dans le Quattrocento italien. Une image, bien sûr, parfaitement archétype, dans la mesure où on a tous et toutes été déjà confrontés, soit à cette image directement, ah oui, ça vous rappelle quelque chose, soit à toutes les images de ce type qui ont pu être générées, qu'on trouve dans tous les musées. Voici 2 personnages. Eux-mêmes sont des personnages énigmatique, c'est-à-dire qu'on n'aura aucune science exacte permettant de définir qui ils sont et à quoi ils s'occupent. Ici, il y a marqué Euclide sur cette tablette ou cette... Bon, je ne vais pas entrer, je veux pas... C'est dans le livre et vous trouverez facilement. Il y a la question du livre, du grimoire, de l'explication. Il y a d'autres outils, les outils d'écriture, les outils mathématiques, de mesure, l'équerre, le rapporteur, le compas. Il y a un polyèdre, donc un objet géométrique, et il y a suspendu une version transparente de ce polyèdre qui aurait peut-être été peinte par Léonard de Vinci. Mais là, on entre directement dans la question de la légende, même, alors là, moi je suis incapable de vous dire où c'est, mais même la signature du peintre est occultée par une mouche qui s'est posée sur une des lettres. Pourquoi cette image? Parce que c'est le livre par lequel j'ai découvert, pour de vrai, le travail de Susan Doppelt, autrement que le feuilleté en librairie, toujours ces titres, la plus grande aberration, avec cette majuscule, et vous voyez une mise en page graphique presque un peu scandaleuse, tant le titre fait quasiment la largeur du livre, et ce livre, la plus grande aberration, alors que Lady Suzy était un livre qui explorait, moi je l'ai lu qu'ensuite, la question des anamorphoses, est un livre entièrement consacré à
cette peinture qu'on va explorer comme du dedans, comme dans l'épaisseur. Toujours aussi ce principe qui est fixe dans tous les livres de Susan Doppelt, et nous, j'aimerais bien que vous l'essayiez une fois. On n'a pas de majuscule au départ. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un texte en amont, un texte hors champ, hors cadre? Mais mentalement, on peut y passer. La phrase commence alors même que quelque chose était là, hors champ ou hors cadre, dont on ne dispose pas. Ensuite, on a des points et des majuscules. On a des phrases qui sont quasiment régulières, si elles sont relativement longues. Une phrase, deux phrases, la nature taillée, et si l'on y plonge droit au-dessus, au-dessous, analogue à celle, etc. Et là, hop, le texte s'arrête en plein milieu de la phrase par une virgule. Et ça, ce principe, on va le répéter. Alors, vous voyez déjà, là, la plus grande aberration, on a ces textes en italique qui viennent en opposition, mais c'est seulement une ligne, et on a aussi ce déploiement d'objets graphiques composés, je ne sais pas, probablement directement sur tablette, aucune idée, qui viennent appeler une réalisation préalable photographique de l'auteur et permettent à la photographie de devenir prolongement ou dialogue avec le texte parce qu'elle-même est saisie par ce lien graphique qui ouvre par les mêmes marges à l'espace du texte. Toujours la minuscule, toujours les phrases, oui, la description. On est quasiment dans l'ekphrasis, on va entrer au plus près de la toile, et quand il s'agit de cet objet transparent, ce polyèdre là qui est sur fond noir suspendu en l'air, on voit même le fil qui le suspend, on est dans les questions de l'iridescence, les questions des bulles de savon qui sont aussi un objet qui se prolonge dans l'histoire de la peinture, et ces questions de la transparence, de l'iridescence, on les trouve aussi chez Marcel Proust. C'est une espèce de point d'accomplissement du livre qui nous change évidemment dans nos lectures, et que même quand l'image vient ici dans le texte, elle-même est ressaisie par un élément photographique, la copie là de l'image noir et blanc cette fois, et les éléments graphiques qui en organisent, qui cassent toute possibilité de la considérer comme illustration. Je suis obligé d'aller vite, mais si on lit, son œil est un rayon X égal à une flèche qui voyage à vitesse de l'éclair. Il zèbre le ciel, traverse, survolter l'air, qui apparaît d'une manière d'une autre, les nuages, les étoiles en formation sous la lune électrique qui roule, tout encercle sa lumière dérobée. Il voit en haut et en bas, sa pensée ondule, élastique glisse sur la surface tranquille de l'eau, volant, particule, elle franchit n'importe quel obstacle et va sur l'ensemble du décor. C'est mystérieux l'électricité, pense-t-il, un trajet nerveux dans le paysage unique, aller et retour, là où l'attend, immobile au milieu des traits et des lignes, debout sous le ballon, à moitié vide, pile entre le jour et la nuit, son double débranché, quitte en circuit fermé. Et la phrase en opposition, en été les chenilles rappellent les tiges, les taches sont des cailloux, un esprit très mobile. Et l'objet à la fois photographique et graphique, et on reprend. La plus grande aberration, je suis obligé d'aller vite. Alors évidemment, je vous recommande d'aller visiter la page auteur Susan Doppelt sur le site POL, rien de plus simple, avec des résumés du livre quand même assez consistants. Et c'est important aussi pour nous, c'est-à-dire, vous savez, ces questions des notes d'intention. Quand on parle de présenter des manuscrits, est-ce qu'on met avec un book proposal? Est-ce qu'on exprime, et est-ce que exprimer soit auteur l'enjeu d'un texte, l'enjeu formel, conceptuel, narratif d'un texte, est quelque chose qui entre en activité directe, en lien direct avec la lecture, ou vous tire ou vous propulse dans la lecture. Et toujours donc ce que propose Jean-Paul Hirsch dans le désordre habituel des bureaux, là où s'envoient les services de presse de chez POL, une vidéo où l'auteur, donc vous avez le visage, la voix et les
intentions directes, Susan Doppelt parlant de son écriture. Et si on revient sur le site POL à la suite de ses livres, quand même assez consistant, et tout soudain en rien, le nôtre est en 2022, dans les livres qui sont peut-être amusement de mécanique, oh, le titre est génial, mais c'est pas forcément mon préféré, par exemple, par rapport à Vac Spectra. Ce livre est un précis d'architecture inversée. Il se demande comment déconstruire une maison, sachant que là où je peux être somnambule sans erreur, en italique, elle commence. Et vous voyez que là, on n'a pas plus que ça, quand je parlais tout à l'heure des notes d'intention, là, c'est 3 lignes plus un mot qui sont le résumé du livre, son défi, son intention, son protocole, et pas plus. Alors évidemment, là encore, vous avez Susan Doppelt qui en parle et qui lit avec là ce travail qu'a fait Jean-Paul Hirsch de superposition de fragments de texte. On voit le texte s'écrire à mesure qu'elle le lit en transparence. Je vous laisse aller voir. Je voulais quand même vous donner un peu plus de cette idée de Vac Spectra. Vous voyez, ce livre est un précis d'architecture inversée. Qu'est-ce que ça veut dire, architecture inversée? Ça veut dire ça. Il se demande comment déconstruire une maison, sachant que là où je peux être somnambule sans erreur, partez à l'envers. Prenez, vous, bon, je veux commencer. Et j'ai failli m'en servir comme proposition d'écriture. Sachant que là où je peux être somnambule sans erreur, est-ce que ça ne vous détermine pas une suite de lieux? Et à ce moment-là, vous avez le lieu. Qu'est-ce que vous en voyez? Eh bien, on va le déconstruire, c'est-à-dire qu'on va traverser les murs, on va les enlever et petit à petit retrouver tout un monde, et ce monde sera celui des livres. Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du débris des maisons, des champs, ils bougent et poussent à l'égal des plantes, et toujours ce principe. Alors là même, vous voyez un petit décalage quand je parlais tout à l'heure du hors-champ, on a la minuscule, le vol des génies, le mouvement des simulacres, une vague aérienne, l'apparition du chien, c'est la mécanique rusée derrière la scène ou sous l'escalier qui agite en sourdine, ou bien l'œil, tiens donc, alors vous voyez tout à l'heure, là on avait amusement mécanique, là on a mécanique rusée, et là, faites attention à ce ou bien l'œil, parce qu'on approche maintenant du temps de la proposition. Alors là, toujours les éléments photographiques, ici, les éléments graphiques, et oui, comme tout ça, dialogue narrativement avec l'espace texte, toujours une régularité de fragments, mais qui désigne clairement leur hors-champ, déconstruire la maison dans un fond obscur et poreux, aussi frais qu'un frigidaire et où aucun vent ne passe, se file un sacré corridor qu'elle a percé tout du long, c'est sa demeure où elle se tient sous terre, infiltrée, la taupe et quelques autres, elle n'y voit rien, tandis qu'au-dessus, le jardin, un très beau jouet optique fait défiler les images à la lumière du jour. Allez voir, allez déguster, c'est une œuvre pour moi importante, et maintenant on va simplement entrer dans... Alors, et tout soudain en rien, petit aperçu de l'intérieur du livre, juste un PDF, immédiatement l'énoncé du protocole dès l'ISBN. Ce livre est dédié au film de Michelangelo Antonioni, Blow Up, et à la nouvelle de Julio Cortázar, Les Fils de la Vierge, plus Gombrowicz, mais ça je ne connais pas Gombrowicz. Michelangelo Antonioni, Blow Up, vous savez que Antonioni se saisit d'une nouvelle de Cortázar, et l'avantage des nouvelles, c'est qu'on peut, elles sont déjà tellement restreintes, c'est-à-dire que le film s'invente juste sur une proposition très brève. Blow Up, c'est un film évidemment culte dans l'histoire du cinéma, bien plus que des années 70, parce qu'il met en scène un photographe, ce photographe dans un parc londonien, cherchant à faire des photos d'un couple aperçu au loin, découvre là, en développant les images, qu'il a été témoin d'un meurtre. Lui, il n'a rien vu, mais l'appareil, lui, a vu. À partir de là, commence l'histoire, cette intersection donc de la nouvelle de Cortázar. Et pour nous, adolescents, qui ont grandi dans cette
voir cet élargissement à échelle du monde du pop et du rock après les Beatles et les Rolling Stones, un groupe pas forcément secondaire qui s'appelle The Yardbirds. The Yardbirds, c'est là d'où sont sortis tout armés des gens comme Eric Clapton. Et dans cette première période des Yardbirds, leur guitariste s'appelait Jeff Beck. Au moment où Jeff Beck va prendre son essor solo, et parce que c'est pas un caractère facile, le cher Jeff, il appelle son copain de lycée, un gars qui s'appelle Jimmy Page. Jimmy Page va venir remplacer le bassiste, et puis on va jouer très rapidement à 2 guitares, et dans Blow Up, on voit Jeff Beck massacrer en direct une guitare. J'ai encore évidemment rien que d'en parler, on a le rythme là et la musique qui vous revienne dans les oreilles, c'est la seule trace qu'on ait de Jimmy Page. Jeff Beck, dans ces années 1969, jouant ensemble. Ça, c'est très secondaire, mais quand même. Alors, partir de cette idée-là, elle a pris quoi? On énonce, et la phrase est directe. J'ai pris les arbres, l'herbe, où c'était un peu sec, un peu brûlé, et je les ai fait devenir verts. Cette transformation en vert, c'est ce qui explique que dans le livre publié chez POL, on ait cette impression couleur avec ces tout petits détails, une présence du vert dans les pages, et ça, chapeau d'avoir réalisé ça. Merci Frédéric Boyer et toute l'équipe. Et dans cet incipit, on revient au PDF. J'ai pris les arbres, l'herbe, là où c'était un peu sec, un peu brûlé, je les ai fait devenir verts. Nous, ça, on va pas s'en occuper, mais prendre les arbres, les herbes, là où c'était un peu sec, un peu brûlé, on va procéder comme pour les maisons à déconstruire. Alors, un verre qui renvoie l'écho et la lumière, un verre anglais au sud-est de la ville, qu'est-ce qui compte? Sud-est? Non, mais on est dans un espace naturel inséré dans l'espace urbain. Et là, ça y est, votre liste, elle va encore prendre un étage. Alors, le film Blow Up, c'est à Londres, dans un parc qui s'appelle Marion Park, de façon qu'il ressente un beau tableau vaguement abstrait, flottante, non pas une tache sombre, à peine, etc., etc. Et elle va nous dire, elle-même, très vite, que le parc qu'elle saisit, c'est-à-dire ce petit fragment d'espace naturel, mais là je relisais pour préparer Hermann Hesse, description d'un paysage, cette question là de qu'est-ce qu'on désigne sous le terme de nature, sinon, y compris par le seul chemin qui nous amène à un fragment vierge ou sauvage, ce rapport de l'homme et de la nature. Le seul fait du récit construit le fait hors intervention humaine comme relation humaine. C'est des espaces théoriques qui ne sont pas notre premier objet ici, mais qui sont évidemment tellement encore plus décisifs depuis quelques années dans la littérature, ce qu'on avait amorcé avec le cycle éco-poétique, et en particulier, je me souviens de ce chant que décrit Annie Dillard dans Faire parler les pierres. Là, ça va être ça, se saisir dans le monde urbain d'un fragment qui n'est pas destiné à habitation. D'ailleurs, je crois que la vidéo sur le site POL, Jean-Paul Hirsch a emmené Suzanne Doppelt dans une sorte de terrain de tennis à l'abandon. Voilà, on a cet espace, on a ces herbes qui poussent dans les fissures, on a un banc pour s'arrêter sous un arbre ou face à un arbre, on a un fragment de ciel qui se dégage, on a ces sensations-là, même si on est, par exemple, sur la tombe de Roléo Cortázar au cimetière Montparnasse, avec Baudelaire d'un côté et Tarcos de l'autre, puisque chaque fois moi je fais la traverse des trois. Donc cette question là, elle est et ma proposition, c'est là ce que nous fait ici dans ce livre et tout soudain en rien Suzanne Doppelt, c'est de s'accaparer depuis le film Blow Up, qui est je photographie un parc urbain, un espace naturel dans l'espace, imbriqué dans l'espace urbain,
inséparable de l'espace urbain, y compris s'il est mité, s'il est desséché, s'il est limité, s'il est arrangé, travaillé. Pensez aux sculptures de Claude Ponty dans ce jardin public à Nantes, là, juste en face de la gare, et qui sont devenues pérennes. Et pour entrer dans ce travail-là, elle se saisit des images de blow-up, elle s'appuie sur les images de blow-up pour refabriquer son propre espace naturel urbain. Et elle en cite plusieurs. Elle va citer un jardin public où elle attend pendant 1 heure alors qu'elle est en visite à Cracovie ou Varsovie ou je ne sais plus quelle ville en Pologne. Mais est-ce qu'il y a des villes, nous, où précisément on n'a pas traversé de ces parcs ou de ces squares et où on n'a pas attendu ou passé un moment ou simplement laisser reposer les jambes ou manger un sandwich? En tant que provincial, moi, Paris, maintenant, après plusieurs années où c'était une relation de travail, mais finalement, les parcs sont une médiation pour le rapport là aux visites très compartimentées de la ville. Ça peut être un pont, un canal, ça peut être une marche du soir. En tout cas, ce thème, en tant que tel, est-ce que ça vaut de le travailler, s'en saisir, écrire? Ben, évidemment, ça peut faire un bel exercice d'écriture. Mais, tout de suite, maintenant, on y va. Regardez les vis-à-vis. Alors ici, pour donner du relief, un parc repeint en vert anglais, les massifs de roses et l'herbe rase, le vent et le bruissement des feuilles légers vers l'horizon, toujours ce principe de commencer avec une minuscule, c'est-à-dire qu'il y a du cadre et du hors-champ, alors que au milieu, une image derrière une autre, on a un système de phrases classiques avec majuscule, une image derrière une autre et le photographe qui n'est pas un philosophe ni même un limier. Alors à vous de voir si vous imbriquez ce processus de fabrication d'images. Comment on transforme le parc en image? Le peindre, le photographier, faire une aquarelle ou un croquis, ou simplement même s'asseoir et le décrire, ou bien même simplement s'asseoir et lire. On est venu au jardin du Luxembourg, pour vous les Parisiens, pour lire et découvrir le livre Description d'un paysage de Hermann Hesse, ou pourquoi pas même lire Suzanne Doppelt, mais en vis-à-vis, ces textes en italique, et un aveugle tâtonne en se trompant de trou, un trou noir dans le paysage, si compact qu'il empêche la moindre lumière de sortir, d'ordinaire une bulle aérienne avec son extension propre, l'horizon des événements, voir. Il est là le verbe. Voir, c'est toujours voir ou non par un trou. Voir, c'est toujours voir ou non par un trou. Souvenez-vous, à Rome, c'était une de ces 7 collines, et ce portail si célèbre où on vient, il y a même toujours des carabinieri qui sont là pour surveiller, parce que quand on applique son œil, c'était un endroit tellement désert et magique autrefois, avant le surtourisme, quand on met son œil à ce trou de serrure du portail de la riche demeure, ce qu'on aperçoit au loin, à 2 kilomètres, c'est pile la coupole de Saint-Pierre. Voir, c'est toujours voir ou non par un trou. La question de l'opuscule, la question de la chambre du sténopée, de l'origine même de l'image photographique, ou même comment ces dispositifs ont même contribuer aussi à l'histoire de la peinture, les objets graphiques et les photographies. Là, c'est le plan du parc qui devient lui-même élément. Alors, devenir vert sur le PDF, on n'a pas ça. Le narratif des nuages passe à la pointe de l'île dimanche 7 novembre de cette année-là. Donc, à chaque fois, on peut changer d'espace urbain. On dit noir illimité et blanc, qui nous débarrasse de l'obscurité entre les deux sens extérieurs. La vue vire lentement au gris. L'obscurité donne universellement cette couleur, dit Hegel, un beau sfumato qui rend l'ensemble introuvable. Ouais, mais je voudrais en trouver un autre. On continue l'exploration du PDF. Voici. De si curieuses illusions d'optique si l'œil n'est pas là. Les fragments en italique qui sont en opposition de ces textes narratifs sur un
fragment urbain, un fragment naturel dans la ville, ou une suite d'espaces naturels inclus ou fragmentant la ville. Évidemment, ce qui était là le lien Cortázar et Antonioni, ce parc anglais et la médiation par l'appareil photo. À l'inverse du lac, un grand œil. Quel est ce travail de l'œil dans ces passages en italique? Il faut fermer les yeux et renoncer à la bouche qui prête secours à la vue et vice-versa, compter avec le silence, le secret à la forme d'une oreille comme celui d'une bouche bien cousue, des yeux aveugles ou alors détournés, de toute façon on n'est jamais sûr de ce qui est devant. Toujours cette opposition, un ensemble pittoresque, les roseaux, les broussailles, les arbres, eau, l'eau dormante verte, la pire des eaux, elle ne cause aucun mouvement figé autant que ces deux-là sur un banc posé sur l'herbe, et de l'autre côté, il faut fermer les yeux. Se rapprocher ne sert à rien, on y perd son latin, sens de l'orientation. À quelle distance vous regardez? Si vous rapprochez, vous comprenez mieux ou moins? Un dernier avec œil. L'œil ne saisit pas l'angle près de lui comme il ne peut voir dans le noir pourtant de travers si cela lui arrive, virgule. Un bon trucage est capable de tout, rendre la chose autrement qu'elle n'apparaît, en courbant les lignes du paysage, par exemple, en ajoutant ou en retirant de la matière. La perspective est affaire de point de vue et de magie, noire ou blanche, car elle agit aussi à distance. Faire croire que la vue est un prolongement du milieu, mais elle ne permet pas aux aveugles de voir. L'œil, voir, et voilà. Notre recto verso, ce qu'il y a de neuf dans cette proposition 10, c'est que l'opposition recto et verso organise cette fois tout un livre. On n'est plus, nous, à fabriquer un faux recto verso pour explorer et nous révéler une écriture, la nôtre, par celle de l'auteur ou l'autrice, dans ce livre de bref de Suzanne Doppelt, et tout soudain en rien. L'opposition du recto et du verso, avec d'un côté ces fragments de paysages construits dans la termitière urbaine, en opposition avec le travail de l'œil pour les voir. Ce diptyque, ce jeu d'opposition est mis en mouvement chez elle par ces photographies, elles-mêmes ressaisies par une mécanique graphique pour l'éclater en tant que photographie et l'installer au même niveau que les lettres et les phrases. Nous, c'est secondaire. Par contre, cette question-là de l'installation de la narration paysage, que vous soyez dans l'exploration d'un seul parc, ou d'un seul de ces éléments naturels traversant ou insérés à même la peau de la ville, et de l'autre côté, gardez l'italique ou débrouillez-vous simplement pour une opposition graphique, ce qui est le travail de les voir, le travail de l'œil chez elle au singulier. Voilà, c'est ma proposition 10, et très heureux d'entrer dans cet univers extrêmement dense et complexe de Suzanne Doppelt.